Le samedi 12 août 2000, à 8h51, le Kursk annonce à la tour de contrôle du Pierre-le-Grand, le navire amiral, qu'il va se mettre en observation périscopique à 18 mètres de profondeur pour faire la démonstration de sa nouvelle torpille. Pour quelle raison le commandant décide-t-il de stopper tout contact radio alors que le tir de torpille ne doit avoir lieu que 3 heures plus tard? Des satellites occidentaux révèlent que plusieurs navires russes se rapprochent du Kursk. Des avions russes, armés de bombes nucléaires, décollent peu après de leur base pour survoler les manœuvres. Selon les accords internationaux de sécurité stratégique, l'OTAN aurait dû être prévenu. Le haut commandement de la flotte du Nord refuse de leur donner le moindre éclaircissement sur ces vols. Certains sous-mariniers du Kursk reçoivent l'ordre de passer les combinaisons spéciales de survie. Il est 11h28. Le Kursk est en place pour effectuer le tir tant attendu de sa nouvelle torpille. Une explosion a lieu à l'avant du sous-marin, dans le compartiment des torpilles. L'alerte maximale est déclenchée. Une première voie d'eau est constatée. Pourquoi, alors qu'il suffisait d'appuyer sur un unique bouton, le commandant ne déclenche-t-il pas le remplissage d'air des ballasts pour remonter instantanément le sous-marin? Pourquoi la bouée de détresse n'est-elle pas envoyée aussitôt vers la surface? Au contraire, le moteur est mis à pleine puissance. Tout se passe comme si le Kursk venait de subir une attaque extérieure. 2 minutes et 15 secondes plus tard, une deuxième explosion a lieu. La deuxième explosion, celle qui a attiré notre attention, était incroyablement puissante. Au moins 100 fois plus puissante que la première. La deuxième explosion ouvre une importante voie d'eau à l'avant du sous-marin. Le Kursk coule par 108 mètres de fond dans les eaux de la mer de Barents. Des marins arrêtent les 2 réacteurs nucléaires. 23 hommes d'équipage sur les 118 réussissent à se réfugier à l'arrière du sous-marin dans le dernier compartiment doté d'un sas de secours. Le Kursk est dans une zone peu profonde pour un sous-marin de ce type qui effectue des exercices de tir. Il a coulé à une profondeur si faible qu'il est possible de le voir depuis la surface. Pour bien comprendre, il suffit d'imaginer le sous-marin en position verticale. On verrait sa partie arrière dépasser de près de 50 mètres le niveau de la mer. Et le sas de secours lui-même serait largement au-dessus de l'eau. Malgré cela, la marine russe déclare officiellement qu'elle a mis plus de 30 heures pour retrouver le Kursk. Au lieu de se rapprocher du Kursk, l'amiral Popov, commandant en chef des manœuvres, ordonne à son navire de s'en éloigner. Puis l'amiral disparaît quelques heures pour rejoindre sa base à terre. Au même moment, un mini-sous-marin russe ultra secret, l'AS-15, inspecte le Kursk, suivi de scaphandriers d'une unité spéciale des services de renseignement. Cette information ne sera divulguée que quelques mois plus tard. La flotte russe, comme toutes les autres flottes, possède des spécialistes de plongée qui peuvent travailler jusqu'à 200 mètres de profondeur. Pourquoi n'interviendront-ils jamais durant le sauvetage? Ces questions soulevées par la presse resteront sans réponse et seront classées secret défense.